Chers mesdames et messieurs, collègues, amis, nous considérons qu'il est fondamentalement important que les ambassadeurs travaillant en Fédération de Russie connaissent en détail notre position sur l'une des crises internationales les plus aiguës, associée à la guerre contre la Fédération de Russie, déclenchée par l'Occident aux mains des Ukrainiens. Tout le monde en est déjà convaincu. Néanmoins, le contexte informationnel s'intensifie de manière à semer la confusion dans l'opinion publique mondiale. Par conséquent, je considère que de telles réunions sont utiles. J'espère que vous partagez cette évaluation. Le Occident collectif utilise depuis longtemps des méthodes de guerre de l'information et de distorsion de l'information pour atteindre ses sales objectifs géopolitiques. Laissez-moi vous donner un exemple historique. Il existe une lettre de l'évêque de Londres, Bilby Porty, dans laquelle il parle de la foi des esclaves dans les colonies sucrières des Caraïbes. Préparez-leur une courte forme de prière publique, accompagnée de parties sélectionnées de l'Écriture, notamment celles relatives aux devoirs des esclaves envers leurs maîtres. L'affaire ne se limitait pas aux seules prières. Fin 18e, début 19e siècle. Une Bible spéciale a été publiée pour les colonies britanniques. Certaines parties de la Sainte Bible à l'usage des esclaves noirs dans les îles britanniques des Antilles. Dans les études bibliques mondiales, on l'appelle la Bible des esclaves. 90% de l'Ancien Testament et 50% du Nouveau Testament ont été supprimés. Au nom de l'asservissement des âmes de millions d'esclaves, les prédécesseurs des libéraux occidentaux d'aujourd'hui ont censuré les Saintes Écritures, excluant les passages qui pourraient inculquer aux esclaves l'idée que tous sont égaux devant Dieu, ce qui est dangereux pour les propriétaires d'esclaves. Les Bibles des esclaves sont publiées depuis le début du 19e siècle, à Londres. Depuis, peu de choses ont changé. Aujourd'hui, le régime de Kiev, sous le contrôle direct des Anglo-Saxons et de ses satellites de l'OTAN, opère conformément aux pratiques coloniales britanniques, en utilisant de nombreuses techniques issues de l'idéologie ultralibérale moderne de l'Occident, comme annuler la culture. Dans le même esprit, il y a la réécriture et la falsification systématique du propre passé des propagandistes ukrainiens, notamment en effaçant des chapitres entiers des manuels d'histoire. L'ensemble de la sphère médiatique moderne contrôlée par l'Occident est une sorte de Bible pour les esclaves. Les agences de relations publiques anglo-saxonnes jouent aujourd'hui le rôle de chef d'orchestre des pratiques néocoloniales. Les anglo-saxons possèdent des sociétés de presse à couverture mondiale qui, avec un vaste réseau de structures de lobbying, mènent des campagnes d'information dans l'intérêt étroit et égoïste de leurs propriétaires. Leurs principaux objectifs sont de se forger une opinion sur le soutien massif aux attitudes néolibérales de Washington et de Londres, ainsi que de priver le public de sources d'informations alternatives. En ce qui concerne les relations internationales, la ligne de la diffamation à l'encontre d'États et de gouvernements indésirables est tracée depuis longtemps. Rappelons-nous les efforts des Occidentaux pour préparer l'opinion publique mondiale au bombardement de la Yougoslavie souveraine en 1999. Une mise en scène avait été organisée dans le village kosovar de Rakak, où les représentants de l'OSCE ont découvert subitement plusieurs dizaines de cadavres. Un représentant de la mission de l'OSCE, un Américain possédant un passeport américain, a déclaré que l'armée yougoslave avait détruit des civils. Cela a servi de déclencheur à l'agression contre la Yougoslavie. Ensuite, le centre de télévision, les ponts et d'autres installations civiles ont été bombardés. Ensuite, il s'est avéré qu'il ne s'agissait pas de civils, mais de militants qui, après leur mort, étaient habillés en civil. En 1999,
une provocation a eu lieu dans le village de Rakak au Kosovo. Et en mars 2022, il y avait l'histoire dans le village. Boucha, situé près de Kiev, où les journalistes de la BBC ont montré des dizaines de cadavres soigneusement disposés dans la rue principale. Après cela, la Russie a été accusée de meurtre de civils et de crimes de guerre. Nous ne pouvons toujours pas obtenir de réponse à la question directe de savoir si nous pouvons obtenir les noms des personnes dont les corps ont été montrés par les journalistes de la BBC. J'ai adressé publiquement cette demande au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à 3 reprises. Il détourne le regard. Les méthodes de guerre de l'information ont peu changé. À propos, le scénario de cette provocation à Boucha a été entièrement copié par les nazis ukrainiens sur ceux de leurs prédécesseurs allemands. Je fais référence à l'incident survenu dans la ville allemande de Nemmersdorf du 21 au 24 octobre 1944 en Prusse orientale. Après le retrait forcé de l'armée rouge, la propagande de Goebbels accusa les soldats soviétiques de massacres de civils. Après la guerre, les historiens ont prouvé qu'il s'agissait d'une falsification à grande échelle du Troisième Reich. Aujourd'hui, les États de l'Occident collectif, qui parlent beaucoup de liberté d'expression, de pluralisme et de démocratie, font en pratique preuve d'une intolérance flagrante à l'égard de tout point de vue alternatif. À cet égard, la principale cible de leurs attaques sont, comme on pouvait s'y attendre, des publications russes telles que RT et Sputnik. Le fait est qu'ils ont prouvé dans la pratique qu'ils pouvaient transmettre des informations objectives à leur public et leur proposer une analyse impartiale de l'actualité. En parlant de RT et de Sputnik, je constate qu'il y a de nombreuses années, les journalistes de ces médias avaient du mal à obtenir une accréditation à l'Élysée à Paris. C'était bien avant les événements ukrainiens. Ensuite, nous avons eu, en général, des relations de travail avec des collègues occidentaux. Le président Macron, lorsqu'on lui a demandé pourquoi il ne pouvait pas approuver l'accréditation de RT et Sputnik, a répondu qu'il ne s'agissait pas de médias, mais d'outils de propagande. C'est la liberté d'expression. D'ailleurs, c'est à Paris en 1990 qu'une charte spéciale a été adoptée dans le cadre du sommet de l'OSCE, garantissant le libre accès à l'information pour les citoyens de n'importe quel pays. De plus, les informations proviennent à la fois de l'intérieur de l'État concerné et de l'extérieur. Tout cela est barré. Puis, en 1990, il a semblé à l'Occident que ce type de libéralisation de la vie internationale lui serait bénéfique, car il attirerait l'Union soviétique, elle existait encore à l'époque, dans l'orbite occidentale. Lorsqu'ils ont constaté que le monde était bien plus multiforme que l'ordre néolibéral que l'Occident imposait à tout le monde, ils ont immédiatement commencé à supprimer l'accès à l'information qui contredisait leur point de vue et leur position. Le dernier exemple. Plus récemment, Channel One a été interdite d'émission en Allemagne, expulsant ainsi un groupe de journalistes. Nous avons répondu en conséquence. Ces choses arrivent tous les jours. Lorsque le régime de Volodymyr Zelensky déclare ouvertement qu'il traque les représentants des médias russes, l'Occident soit se tait, soit l'approuve. Il a déjà été prouvé que les services spéciaux ukrainiens étaient directement impliqués dans les assassinats ciblés des journalistes russes Daria Alexandrovna Dugina, Olga Klokova, Maria Fomina, Raïssa Jouravleva, Boris Maksudova et bien d'autres. Nous n'entendons aucune parole de condamnation de ces meurtres de la part de l'Occident éclairé. Il en a été de même pour les assassinats de journalistes russes dans le Donbass, bien avant le début de l'opération militaire spéciale.
Tout le monde est bien conscient du scandale avec le récent rapport du secrétariat de l'UNESCO sur les journalistes qui ont perdu la vie dans le cadre de leurs activités professionnelles. Ce rapport ne contient aucune mention de tous les faits connus sur la mort de journalistes russes. Par conséquent, Madame le directeur général O. Azoulay est une complice directe de la guerre de l'information contre la Fédération de Russie et, dans une large mesure, contre la vérité. Le front médiatique reste l'un des principaux dans le cadre de la campagne agressive menée par l'Occident collectif contre la Russie et contre d'autres États de la majorité mondiale qui adhèrent à une ligne indépendante dans les affaires intérieures et extérieures. L'Ukraine est devenue un autre terrain d'essai, à la fois pour l'utilisation et pour tester des techniques sophistiquées de manipulation de la conscience publique. Ce pays est un terrain d'essai, non seulement pour promouvoir les contrefaçons, mais il est également utilisé par l'Occident pour tester les caractéristiques de ses armes. Ils ne le cachent pas. Avant-hier, l'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson, qui est de nouveau apparu sur les écrans, a déclaré dans une interview que l'Occident menait une guerre aux mains des Ukrainiens. Ce fait ne peut être caché ou déformé. Washington, Londres et les capitales de l'Union européenne poursuivent leur politique consistant à étouffer et à justifier les crimes qui font l'objet de leurs accusations en Ukraine. Ils connectent une ressource puissante, leurs médias, bloquant les sources d'informations indésirables. Ils font tout leur possible pour paralyser l'activité des structures multilatérales des droits de l'homme. On ne parle pas du tout des journalistes russes, dont j'ai déjà parlé, morts aux mains des ukronazis en Occident. Rappelons-nous la situation avec Julian Assange. C'est une persécution qui dure de nombreuses années. Tout le monde pouvait le voir. Cette vérité ne pouvait être cachée. C'est devenu une illustration frappante de ce qui attend les opposants idéologiques de l'Occident. Une leçon pour tous ceux qui ne sont pas d'accord. Il est significatif que, malgré de nombreux désaccords avec l'opinion de Julian Assange en tant que journaliste d'investigation, la Russie soit presque le seul pays à avoir systématiquement élevé la voix pour sa défense, alors que tous les défenseurs de la liberté d'expression, les militants des droits de l'homme, n'ont pas dit un seul mot en sa faveur. Des structures telles que l'UNESCO, l'OSCE et le Conseil de l'Europe sont tenues, conformément à leurs documents statutaires, d'assurer l'ordre dans le domaine de la protection des droits de l'homme en général et de la sécurité des journalistes. Ces dernières années, ils ont prouvé leur manque total de scrupules et leur incompétence. Leur silence et leur inaction, voire leur connivence avec le régime criminel de Kiev, entraînent de nouvelles victimes. Notre ministère publie régulièrement des rapports sur les crimes du régime de Kiev. Je suis convaincu que vous pouvez en prendre connaissance et informer en conséquence vos capitales des faits qu'ils contiennent. La situation des organisations internationales, dont les secrétariats sont pour l'essentiel privatisés par l'Occident, est préoccupante. Regardez la situation au secrétariat de l'ONU. Tous les postes de direction, y compris le secrétaire général et ses adjoints aux affaires politiques, au maintien de la paix et à la sécurité, sont occupés par les pays membres de l'OTAN. Nous avons soulevé à plusieurs reprises la question de garantir que les pays de la majorité mondiale soient représentés de manière plus équitable dans toutes les organisations internationales. Cela s'applique à l'ONU, au FMI et à la Banque mondiale. Mais jusqu'à présent, la situation est très déplorable. Aucune guerre de l'information, aucun mensonge et aucun faux n'aideront le régime néo-nazi de Kiev. Les buts et objectifs de l'opération militaire spéciale seront réalisés. Le président russe Vladimir Poutine a souligné à plusieurs reprises que nous privilégions invariablement les moyens pacifiques, politiques et diplomatiques. Mais tout règlement du conflit ukrainien ne sera pas durable tant que ses causes profondes ne seront pas traitées. Il s'agit tout d'abord de la création de menaces à long terme pour la sécurité de la Russie vers l'ouest
à travers l'expansion de l'OTAN, les tentatives d'absorption de l'Ukraine dans l'Alliance de l'Atlantique Nord, les actions systématiques du régime de Kiev pour exterminer les droits des Russes et les citoyens russophones de leur propre pays par une interdiction législative de l'enseignement en russe à tous les niveaux, du début au plus élevé. L'interdiction de la diffusion des médias en russe, l'interdiction des événements culturels en Ukraine, comme dans l'Allemagne hitlérienne, de les bibliothèques jettent les livres en russe et les jettent au vieux papier. Parlant des causes profondes, je voudrais attirer l'attention sur l'initiative du président chinois Xi Jinping sur la sécurité mondiale. Elle a été proposée en février 2023 et se concentre sur les principes à respecter lors de l'approche de tout conflit. L'un des principes fondamentaux de cette initiative de sécurité mondiale est que, dans tout conflit, les efforts doivent viser à identifier et à éliminer ces causes profondes. J'en appelle à tous nos amis représentés ici. Alors que des initiatives bien intentionnées visant à mettre fin à la confrontation militaire autour de l'Ukraine progressent, veuillez tenir pleinement compte de cette sage exigence de l'initiative de sécurité mondiale proposée par le président de la République populaire de Chine. Nous sommes convaincus que dans toute situation, il est nécessaire d'agir strictement sur la base du droit international. À cet égard, je voudrais attirer votre attention sur le fait que de nombreuses idées avancées, y compris en Occident, contiennent des exigences visant à résoudre le conflit sur la base du droit international et à garantir l'intégrité territoriale. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, partage la même position. Mais si nous parlons du droit international, de la Charte des Nations Unies et des principes qu'elle contient, l'intégrité territoriale n'y est pas seulement mentionnée. Il existe également le droit des nations à l'autodétermination. C'est ce qui est devenu la base juridique internationale du processus de décolonisation, principalement du continent africain. Tout comme à l'époque coloniale, les peuples d'Afrique ne voulaient pas vivre sous la domination de colonialistes qui ne représentaient pas leurs intérêts. De même, le régime actuel de Kiev ne représente pas les intérêts d'un grand nombre de citoyens d'Ukraine et des territoires réunis à la Fédération de Russie par référendum. Cela ne doit pas être oublié. Parce que le même secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelle à se laisser guider par la Charte de l'ONU et les résolutions de l'Assemblée générale, que l'Occident, tordant les mains de nombreux pays, a imposé en votant en faveur du régime ukrainien, justifiant ses crimes, y compris le coup d'État d'il y a 10 ans. Mais si le secrétaire général de l'ONU propose de s'inspirer, entre autres, des résolutions de l'Assemblée générale, alors il y en a une qui a été adoptée par consensus. Il s'agit de la Déclaration des principes du droit international concernant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies. Il s'agit d'un document volumineux qui examine en détail les principes de la Charte des Nations Unies. Il stipule explicitement que chacun est tenu de respecter l'intégrité territoriale des États, dont les gouvernements respectent le droit d'une nation à l'autodétermination et, à ce titre, représentent l'ensemble de la population vivant sur le territoire concerné. Qui peut tenter de prouver que le régime de Kiev représente les intérêts des Russes et des citoyens russophones d'Ukraine? Rappelez-vous qu'à l'automne 2021, avant même le début de l'opération militaire spéciale, Volodymyr Zelensky, dans une interview, lorsqu'on lui a demandé ce qu'il pensait des personnes de l'autre côté de la ligne de contact dans le contexte des accords de Minsk, a répondu que « il y a des gens et il y a des créatures ». Une autre fois, il a conseillé à ceux qui vivent en Ukraine et se sentent impliqués dans la culture russe de s'installer en Russie pour le bien de l'avenir de leurs enfants et petits-enfants. Qu'est-ce que c'est? Cela est dit par un président
qui prétend représenter l'ensemble de la population de l'Ukraine qui se trouvait à l'intérieur de ses frontières en 1991? Bien sûr que non. Plus important encore, dans la Charte des Nations Unies, avant de mentionner le droit des nations à l'autodétermination, à l'intégrité territoriale et la nécessité de respecter tout cela, le premier article contient une exigence de respect des droits de l'homme. Avez-vous déjà entendu nos collègues occidentaux, parlant de l'Ukraine, adopter un tas de documents au sein du groupe des 7, de l'Union européenne et des alliances, mentionner les droits de l'homme? Et la Charte des Nations Unies déclare explicitement que les droits de l'homme doivent être respectés sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. J'ai déjà parlé de la langue. La langue russe est interdite par la loi. Et tout le monde se tait. L'Occident, que ce soit ou non dans une autre situation, place les droits de l'homme au premier plan. Et ici, il est simplement silencieux, comme on dit, comme un poisson. Le droit à la religion a également été bafoué par le régime de Kiev. Une loi a récemment été adoptée interdisant l'Église orthodoxe ukrainienne canonique. Lorsque nos amis, avec les meilleures intentions du monde, prennent des initiatives pour résoudre le conflit sur la base du droit international et de la Charte des Nations Unies, nous demandons que cela présuppose non pas un seul, mais tous les principes dans leur intégralité et leur interconnexion. Cela sera alors juste et montrera à tous que nous voulons nous attaquer aux causes profondes du conflit.